Good afternoon. Bon après-midi tout le monde, ou bon matin selon l'endroit où vous êtes au pays. Nous sommes en train d'accueillir tout le monde au webinaire. Nous serons prêts à commencer dans environ 30 secondes. Bonjour tout le monde. Un petit mot rapide sur l'interprétation en simultané. Nous sommes en train juste de configurer la technologie, ça ne devrait pas être trop long. Vous allez voir en bas d'écran un bouton qui va vous signaler où vous pouvez cliquer pour accéder à l'interprétation en français. Thank you, Jen. Merci Geneviève. Donc, encore une fois, bon matin ou bon après-midi, selon l'endroit où vous êtes au Canada. Je voudrais commencer par souligner qu'aujourd'hui, je suis à Ottawa et je suis donc en territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. L'une des choses que j'ai apprises au cours des quelques dernières années au FCC, c'est que la reconnaissance du territoire signifie donner aux participants à une conversation l'occasion de marquer un temps d'arrêt, de réfléchir avant le début de la rencontre, le début de l'échange. Donc, de se donner un moment pour cibler notre intention, pour réfléchir à l'objectif de la conversation que nous allons avoir et pour permettre au territoire, à la terre, de guider cette conversation vers un dialogue positif, vers des actions positives. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du Fonds de soutien d'urgence à la communauté et en particulier de l'expérience des communautés noires. Nous voulons marquer un temps d'arrêt non seulement pour reconnaître le territoire où nous nous situons, où que nous soyons au pays, mais aussi pour réfléchir aux événements dans le monde des 2 dernières semaines. En particulier pour les leaders des communautés à qui nous parlerons dans un instant. Nous voulons reconnaître qu'il y a eu énormément de perturbations dans le monde, que certaines personnes ressentent des traumatismes, ont subi des traumatismes, ressentent de l'angoisse, de la peur. Nous regardons tout cela, nous réagissons à ces événements tragiques, à la mort de George Floyd, de Régis Korchinski Paquette et de tous ceux qui sont morts à cause du racisme systémique qui existe dans notre pays et dans les communautés dans le monde entier. Nous voulons donc nous donner un moment de silence ensemble pour reconnaître ce qui s'est passé et pour offrir notre soutien à ceux qui ressentent ce traumatisme encore plus lourdement. Thank you. Thank you for doing. Merci. Merci de ce moment de silence. Aujourd'hui, nous sommes là pour écouter, pour apprendre par une écoute active. Nous parlerons du Fonds de soutien d'urgence à la communauté. Nous parlerons de COVID-19. Nous parlerons de l'expérience des Canadiens de race noire ici au Canada avec la COVID-19. Nous avons la grande chance d'accueillir 3 personnes très généreuses qui vont nous faire bénéficier de leur expérience, de leur point de vue, de leur temps et qui vont nous livrer leur expérience, leur sage expérience issue de leur travail auprès de la communauté. Emmanuel Melez, qui est directeur du Réseau pour l'avancement des communautés noires, et là, Agape Gisese, directrice exécutive du CEE Center for Young Black Professionals, et Evelyn Miri, présidente de la Afro-Canadian Caribbean Association of Hamilton District. Je cède donc la parole à Emmanuel Melez qui va poursuivre la conversation. Emmanuel, à vous. Merci beaucoup, Andrea. Au nom d'Agape, d'Evelyn et en mon nom, et au nom de plusieurs leaders noirs, qui sont pris en compte en fait dans nos commentaires aujourd'hui. Nous sommes honorés d'être là. Ces 2 dernières semaines ont été éprouvantes. Nous vous remercions. Nous remercions vos collègues
d'avoir pris du temps pour imposer cette réflexion. La période que nous traversons est une période grave, difficile. Essentiellement à cause des pertes de vie, à cause de problèmes générationnels que nous connaissons, que nous vivons dans les Amériques, au Canada et dans le monde entier. Ils se manifestent dans des situations qui sont tellement difficiles à comprendre, tellement difficiles à assimiler, essentiellement parce qu'il s'agit de situations traumatisantes. Que nous soyons à Minneapolis, à Toronto, à Houston, ou que ce soit dans le monde où les gens d'origine africaine, uniquement à cause de la couleur de leur peau, sont relégués à des expériences de vie qui les affectent, eux, bien évidemment, mais non seulement cela, qui affectent de façon très douloureuse leurs enfants, leurs familles. Nous sommes arrivés à un stade où collectivement nous devons faire preuve de leadership moral et vraiment parler de notre capacité à tous à nous préparer pour des conversations difficiles et courageuses. Cette discussion d'aujourd'hui, à mon sens, fait partie d'un parcours qui consiste à ouvrir la possibilité pour nous d'avoir ces conversations difficiles. Hier, dans le contexte de notre conversation avec le comité du Fonds de soutien d'urgence à la communauté, moi et mes deux collègues, hier, nous avons parlé de fondements pour la communauté noire, mais surtout, alors que j'ai indiqué tout au long de mes échanges avec les bailleurs de fonds et les gouvernements, avec les leaders noirs et d'autres, nous avons ici l'occasion, au-delà de l'expression transactionnelle du financement, au-delà des transactions bien nécessaires, évidemment, dans les communautés noires, je pense que nous avons l'occasion maintenant de faire une pause et de reconnaître qu'il faut aller au-delà de ces transactions, simplement parce que, au bout du compte, le changement que nous voulons tous voir est un changement qui survient parce que nous sommes dans une transformation relationnelle, pas uniquement dans une transaction. J'encourage les leaders de la communauté noire et au-delà à vraiment réfléchir à la façon dont nous pouvons travailler ensemble, à la façon dont nous pouvons établir des relations organiques qui nous permettent vraiment d'aller au cœur de nos expériences et d'en connaître l'origine, la racine. Alors, je ne vois pas les diapositives qui devaient s'afficher. Je peux peut-être, me reporter à mes propres diapositives, mais essentiellement, ce que je voudrais faire avant de donner la parole à Agapi et Evelyne, c'est ceci. En ce moment, la population noire représente 6,5% de la population dans différentes villes, de Toronto, Halifax, à Vancouver, et entre ces villes, on voit différentes proportions, évidemment. Ici, à Toronto, par exemple, la communauté noire représente 8,9% de la population. Inversement, ce que vous verrez, c'est que malgré cela, malgré cette statistique, notre participation comme communauté noire, notre représentation dans le taux d'incarcération, le taux de chômage, tous ces déterminants si importants de la santé montrent que depuis un certain temps, assez longtemps en fait, nous sommes surreprésentés.
Par exemple, dans le système d'aide à l'enfance, 42% des enfants dans notre province, dans le système de l'aide à l'enfance, sont d'origine noire. Le taux de chômage chez les jeunes, il est 2 fois plus élevé que la moyenne provinciale chez les Noirs. Alors, voilà pourquoi je dis qu'il faut être dans une relation de transformation. C'est que l'argent, à lui seul, ne veut pas régler ces problèmes. Ces problèmes sont générationnels, systémiques, difficiles à régler simplement par un apport financier, par la gestion d'un projet ou par un travail indépendant. Il faut travailler en collaboration avec tous les leaders du monde des affaires pour vraiment guérir l'écosystème noir, mais pour vraiment trouver le genre de solutions qui permettront de changer les tendances vers des tendances positives. Alors voilà l'occasion pour nous, alors que nous finançons ces interventions, d'approfondir les choses. On parle de racisme anti-noir. Il n'a pas commencé à Minneapolis ou ici à Toronto. Ce racisme existe, il est générationnel. Il est fondé dans des stéréotypes qui se trouvent dans nos institutions, dans le système d'éducation. À Toronto, 38% ou plus des étudiants noirs ne diplôment pas de l'école secondaire. Quand on parle du lien entre l'école et la prison, pour la communauté noire, ce lien est bien réel. Il y a un lien direct. Et nous apprenons aussi maintenant que plusieurs de nos étudiants au collège ou dans les universités n'obtiennent pas leur diplôme dans la proportion que nous souhaiterions. Mon espoir est que dans cette discussion, nous allons nous éloigner de solutions simplistes. Il y a une diapositive ici que nous utilisons depuis 3 mois dans nos conversations avec les leaders noirs et les dirigeants élus, et qui nous amène à réfléchir à ce soutien d'urgence, mais dans le contexte d'une reprise, une reprise post-COVID. Sur cette diapositive, par exemple, c'est une des diapositives, si je puis m'y attarder pendant un instant, que nous utilisons souvent. Quand nous parlons d'écosystème noir, d'organismes noirs, voici la typologie qui nous permet de comprendre la situation des personnes de race noire. Il y a 3 paliers d'organismes noirs et une interaction. Certains organismes sont dirigés par les Noirs, d'autres portent sur les Noirs, d'autres ont des Noirs comme bénéficiaires. Ce sont des strates importantes et si on les joint, nous pourrons faire mieux. Il faut aussi incorporer le rôle des leaders noirs. Je me plains souvent, le rôle des gouvernements, le rôle des bailleurs de fonds. Il faut vraiment tous ensemble aborder les problèmes. Oui, nous parlons de fonds de soutien d'urgence. Il faut évidemment laisser de la nourriture aux portes des personnes noires âgées. Il faut offrir du counseling. Il faut faire toutes ces choses d'urgence. Métaphoriquement, cependant, la société noire est dans un état d'urgence depuis fort longtemps. Voilà pourquoi, ici en ville, à Toronto, nous avons lancé un plan quinquennal pour faire face, confronter le racisme anti-noir. Ce plan aborde non seulement les problèmes à court terme et les programmes et solutions à court terme, si important soit-il, mais ce programme a une vision à plus long terme. Donc, pour moi, alors que nous avançons dans ces diapositives et dans cette discussion, dans nos discussions, il faut voir comment créer une communion entre nous. Comment reconnaître que les défis que rencontre la communauté noire ne sont pas le défi d'un quartier, d'une ville, ce sont les défis d'une nation, d'un pays. Et ces problèmes nationaux devront être réglés par toutes les parties prenantes du pays. Les communautés noires ont des relations avec ces parties prenantes. Ces relations doivent se transformer en relations de collaboration. Pour moi, cette période, ce moment, si difficile soit-il, me rappelle James Baldwin et ce qu'il disait quand il a dit qu'on ne peut rien changer si on n'y fait pas face.
Cela ne signifie pas qu'on va tout régler, mais il faut essayer. Rabbi Healy nous rappelle aussi que nous devons aller au-delà de nous-mêmes. Sinon maintenant, alors quand? J'ai parlé avec Andrea et des collègues des fondations communautaires du Canada de cette idée d'unité des peuples afro-canadiens et du fait qu'il faut encourager les gouvernements, les pays à faire attention à trois piliers, celui de la justice, de la reconnaissance, de l'éducation. De façon transformationnelle, disons, ce serait peut-être une occasion pour nous parce que en travaillant ensemble avec les leaders noirs, les gouvernements, d'autres leaders, on pourra vraiment réfléchir à la reprise post-COVID, à une façon de continuer et de lancer une nouvelle initiative potentiellement pour les communautés noires, initiatives qui nous permettront d'avoir une relation organique. Il reste 3 ans dans notre plan pour que le gouvernement du Canada, de l'Ontario, la ville de Toronto puissent travailler ensemble. Vous avez peut-être entendu parler d'une annonce que le gouvernement fédéral a faite en 2019 au sujet des 25 millions de dollars de consolidation de capacité. Ça a été annoncé l'an dernier. Donc, l'annonce officielle a été faite en 2019 et ça a été réannoncé. Mais au-delà de cela, voici le défi pour nous tous, les leaders noirs, les leaders des fondations communautaires, les gouvernementaux, l'occasion de réfléchir à la gravité du moment et à la possibilité de la transformer en quelque chose de magnifique. Quelque chose de positif qui nous permette de créer les liens afin de créer les conditions pour aller de l'avant. Dans 10 ans, dans 15 ans, j'espère que nous aurons une conversation différente et que la conversation portera sur la croissance, le dynamisme, plutôt que sur le traumatisme, la douleur et le déficit. Je voudrais conclure en disant que j'ai 3 enfants qui sont d'âge collégiaux. J'ai un fils, 2 filles. Je ne vais pas parler de leur expérience, mais au bout du compte, quoi qu'il advienne, mon fils et mes 2 filles sont des Noirs dans la ville de Toronto. Ils seront traités par le système en tant que jeunes Noirs, indépendamment de leur provenance, indépendamment de leur expérience. Tout d'un coup, la couleur de leur peau l'emporte sur tout. Après séance surtout. J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour atteindre ce qu'on a dit, pour éviter de juger les gens par leur couleur, mais plutôt par leur caractère, par leur nature, par leurs actions. Voilà, je m'arrête là. Merci encore une fois d'avoir créé cette occasion et je donne maintenant la parole à Agapi avant que Evelyne ne puisse la prendre. Merci. Merci, Emmanuel. Je suis toujours en admiration devant Emmanuel quand je l'entends parler parce qu'il est toujours tellement plein de sagesse. Par rapport à ce sujet, par rapport à ce qui se passe dans notre communauté, je pense qu'il est important de souligner que c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps. Notre traumatisme, notre colère s'affiche. Tous peuvent la voir. Personne ne peut ne pas l'entendre, ne pas la connaître. Et donc, la demande d'action est faite. On s'en rend tous compte. S'agissant des effets de la COVID-19 sur les communautés noires, nous, en tant qu'organisation, avions préparé un rapport sur l'avenir des Noirs. C'est un rapport collectif d'une quarantaine d'agences faisant partie des catégories décrites par Emmanuel, donc organismes pour et par les Noirs. Il y a beaucoup d'organismes qui, parce que la classe et la race vont main dans la main, sont pour les Noirs, mais pas par les Noirs. Dans mon centre,
Nous faisons de la formation d'organismes noirs pour et par les Noirs qui sont culturellement spécifiques, spécifiquement aussi au service des Noirs. Et on veut créer des cadres pour favoriser un changement durable. Pour ce qui est de mon expérience en tant que leader d'agence de services sociaux, nous formons des jeunes pour les préparer au marché du travail. Notre message est simple. Nous voulons créer une société, une économie où les jeunes noirs pourront s'épanouir financièrement et avoir une bonne qualité de vie comme tout autre Canadien, et où ces jeunes noirs pourront apporter une contribution à l'avancement du Canada. Cela paraît une mission très simple, mais en fait, elle est très ardue. Très souvent, je trouve difficile d'expliquer aux gens. Nous avons une approche très centrée sur la personne. Donc, un jeune, qui qu'il soit au Canada, pourrait avoir un revenu très élevé. Comme Emmanuel l'a laissé entendre, mes parents pourraient être millionnaires, mais la réalité, comme Emmanuel l'a dit, c'est que quand je me promène dans la rue, je suis d'Afrique de l'Est, mes parents sont éthiopiens, et quand je me promène en rue, les gens ne diront pas « Ah, voilà cette jeune d'Afrique de l'Est dont les parents ont plein d'argent ». Non. Ils diront, voici cette jeune femme noire. Le racisme anti-noir va vous affecter. Où que vous soyez placé dans la société, les gens vont vous traiter d'une certaine façon s'ils ont ce racisme anti-noir, une once ou plus dans leur esprit. Et donc, il faut reconnaître que lorsque nous avons des conversations avec les fondations et les organismes non gouvernementaux, bon, pour le gouvernement, c'est facile de lui demander de rendre des comptes parce que le gouvernement a l'obligation d'être à notre service. Nous payons des impôts et donc ils ont un degré de responsabilité plus élevé. Mais c'est très difficile lorsqu'il s'agit de fondations parce que plusieurs d'entre elles n'ont aucun lien avec la communauté, surtout notre communauté. Les fondations ne comprennent pas nécessairement les enjeux que rencontrent nos communautés et que rencontrent nos organismes. En lien avec ce qu'Emmanuel disait, ce problème est générationnel. Il n'est pas survenu du jour au lendemain. Il ne s'est pas arrêté à la frontière sud du pays non plus. Le racisme contre les Noirs est omniprésent dans tout ce que nous faisons. Quand on pense à l'histoire et à des moments où on aurait pu donner du financement aux uns et aux autres, la solution n'est pas là. Il ne s'agit pas que donner de l'argent aux organismes pour et par les Noirs. On ne dit pas donner plus d'argent à ces organismes qu'on appelle 3B en anglais, le problème se réglera. Non, l'histoire l'a montré. L'abolition de l'esclavage, ah, vous êtes libres. Et où allons-nous? Qu'allons-nous manger? Comment pouvons-nous gagner notre vie? Le système avait conçu que les Noirs continuent de travailler pour leurs anciens propriétaires et qu'ils travaillent non plus comme esclaves, mais comme gagne-petits à faible salaire et qu'ils gagnent à peine assez pour nourrir leur famille. Donc voilà. Alors si on ne fait que donner de l'argent, sans créer de mentorat, sans connaître les enjeux, sans reconnaître que ces communautés noires n'ont pas les outils pour être sur un pied d'égalité avec les autres, on n'avancera pas. Lorsque l'on pense à créer des relations, il faut penser, il faut se dire, oui, évidemment, il faut de l'argent, il faut du financement, mais il faut aussi se demander comment comprendre les enjeux des agences et de ces communautés et bien les comprendre. Je voudrais donner un exemple. Nous sommes fondés par une fondation qui fait cela très, très bien, la fondation Maytree, qui est un de nos bailleurs de fonds et qui nous donne des fonds non affectés. C'est un des bailleurs de fonds, enfin, qui nous a permis, ou le seul peut-être, de faire notre travail de façon très intentionnelle. Nous, comme d'autres organisations, cherchons les bailleurs de fonds cherchent à nous placer dans un cadre de financement. Mais la Fondation Maytree nous a dit, en dehors de ce cadre, pourquoi auriez-vous besoin d'argent?
Et donc, eh bien, on a besoin d'argent parce qu'on a toutes sortes de besoins. Quand on est noir au pays, au départ, on a vécu des traumatismes. C'est le point de départ pour tout le monde. Et donc, notre travail consiste à voir cette jeune personne telle qu'elle est, avec ses traumatismes, voir tous ces obstacles et essayer d'abattre toutes ces barrières une après l'autre. Au milieu de la pandémie, pour nous, les gens ne comprenaient pas ce travail au départ parce qu'elle elle ne cadre pas bien dans cette structure de financement. Un jeune arrive toujours avec plein de bagages. Et dans mon centre, on dit, arrivez avec tout votre bagage, mêlez-mélo, déposez-le à notre porte et on va essayer de démêler les choses pour vous. On va éliminer ce qui ne sert à rien et on prendra votre ancien bagage, certains des anciens traumatismes, certaines anciennes aptitudes, peut-être que vous vendiez de la drogue dans le passé, eh bien, ce sont des capacités transférables. Vous savez compter, vous savez établir des relations. Prenons ce que vous avez dans votre passé, ce bagage, et essayons de le réorganiser. Et donc, ça peut vouloir dire qu'une personne peut nous coûter 10 000 $, une autre 50 000. On ne sait pas. Tout dépend des obstacles que la société a créés chez cette personne. Et donc, la raison pour laquelle je donne cet exemple, c'est que nous avons quelque chose qui s'appelle le Fonds pour difficultés financières. La Fondation Maitri a eu l'ouverture d'esprit de nous dire, OK, dites-nous quels sont ces besoins en dehors du cadre habituel de financement et on va vous soutenir. Donc, on a créé des relations avec ce bailleur de fonds qui nous permettent de dire nos employés ont besoin de formation, mettons, en navigation de logiciels. Moi, je suis diplômée, par exemple, de leur école sur les politiques et pour toute autre formation dont mes employés ont eu besoin, j'ai pu faire appel à cette Fondation Maitri. Leur dire, bon, on n'est pas très fort de ce côté, il faut renforcer cette capacité. Ou on a telle idée pour tel groupe, telle idée d'entreprise sociale, et ils nous ont fourni les ressources. Donc, pour pouvoir réfléchir, explorer. Donc, ce n'est pas uniquement un échange d'argent, c'est une volonté de comprendre, une volonté d'avoir une conversation sur la façon dont l'organisation peut être renforcée. Parce que si nous avons plein d'argent, mais nous ne savons pas quoi en faire, nous ne savons pas quels sont nos vrais besoins, comment raconter notre histoire, quelle qu'elle soit, alors l'argent est inutile. Il faut un certain mentorat. Et bien honnêtement, rédiger le rapport comme on l'a fait avec notre demande n'a pas débouché sur beaucoup de réponses des fondations. Seules les grandes, la ville, la province nous ont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, je dis cela simplement pour faire valoir qu'il faut avoir un désir organique de se familiariser avec les communautés, d'apprendre à les connaître et à régler les problèmes. Et cela veut dire qu'il faut vraiment réfléchir à qui fait partie du conseil d'administration et qui prend les décisions. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et il y a une fausse perception qui veut que les communautés autochtones et noires, enfin, bon, on reconnaît qu'elles ont des obstacles, qu'elles connaissent des obstacles uniques. Il est évident que les communautés autochtones ont été défavorisés, c'est très clair. Mais il y a une perception pour les communautés noires que c'est à nous de nous ressaisir et qu'on a créé le problème nous-mêmes, qu'on est à l'origine de nos propres problèmes. Eh bien, ça n'est pas vrai, ça n'est pas le cas. Donc, reconnaître le racisme anti-noir, anti-autochtone doit être reconnu à tous les niveaux, à tous les paliers. Et il faut même aller plus loin. Il faut tester les conseils d'administration et leur leadership. Il faut leur poser des questions pour qu'ils clarifient, qu'ils comprennent vraiment le racisme anti-noir et les répercussions de ce racisme sur le terrain pour la vie des Canadiens. C'est une chose de dire « Ah, notre conseil d'administration est diversifié, regardez-nous », mais il faut vraiment poser des questions pour être sûr que les membres du conseil comprennent bien la réalité sur le terrain. Dernier commentaire que je vais faire avant de donner la parole à Evelyn, c'est qu'il faut aider les gens à comprendre aussi que mon centre, enfin, je nous décris souvent comme l'enfant du milieu.
On a très peu d'aînés, donc des grosses agences pour et par les Noirs qui sont arrivés avant nous. Nous sommes l'enfant du milieu. Nous avons 5 ou 6 organismes à Toronto qui sont peut-être un peu plus grands que nous et nous venons de recevoir notre statut d'organisme de charité en 2019. Nous avons beaucoup d'organismes cadets. Ce sont des organismes sur le terrain qui ont des difficultés mais qui font le travail. Et quand les bailleurs de fonds créent des obstacles en demandant, par exemple, 2 années d'état financier ou ceci ou cela, vous forcez les agences ou ces organismes, elles vont se battre. Mais vous leur dites que le travail qu'elles font n'est pas valable et ne mérite pas d'être payé. Ces gens-là vont continuer de faire le travail, ils vont le faire bénévolement. Et c'est un message très, très fort que vous envoyez et très dangereux, parce qu'il continue de perpétuer ce que nous voyons déjà. Alors voilà mes réflexions. Et sur ce, je cède la parole à Evelyn qui va poursuivre la discussion. Evelyn, je pense que votre micro n'est pas encore ouvert. Oui, merci. Merci de m'avoir invité à faire partie de cette conversation très importante. Mon frère Emmanuel et Agapi ont déjà donné le contexte de la conversation, un contexte plus abstrait. Je voudrais parler de choses peut-être plus terre à terre. Plusieurs de vous travaillez avec les communautés dans le pays, vous vous occupez de demandes de fonds. Et donc, je voudrais approfondir et parler de certaines des questions que nous rencontrons, certains des problèmes, dans le contexte qui a déjà été décrit par mes collègues et dans le contexte de l'impact du racisme. C'est très important d'en parler, évidemment. Mais notre organisation ici à Hamilton considérait les questions, les problèmes des communautés noires et nous avons vu que certains des enjeux sont l'isolement certains des membres de notre communauté, donc des Caraïbes, sont arrivés il y a une quarantaine d'années. Ils se sentaient comme des poissons hors de l'eau et donc il a fallu créer nos propres communautés, établir des bonnes pratiques. Nous sommes un organisme sans but lucratif et nous reconnaissons que des organismes comme les fondations communautaires du Canada et leurs structures ne permettent pas toujours aux communautés de vraiment participer à l'offre, à la prestation de services de façon aussi équitable à cause de manque de financement. Nous avons donc créé une coalition de groupes à Hamilton et dans la région qui fait la promotion de l'idée d'être fiduciaire auprès de plusieurs organismes pour combler les lacunes et pour répondre aux attentes, notamment en période de COVID. Nos communautés ne font pas partie de la chaîne de financement, mais nous voulons poursuivre et amplifier le travail qu'ils font, surtout en ce moment où leur population est plus vulnérable que jamais. Et donc, les préoccupations qu'on a sur le terrain comme bailleurs de fonds et dont il faut se rappeler, c'est que la COVID est ici. Nous avons du financement que le gouvernement offre ou gère, mais certaines personnes sont exclues de ce financement, comme par exemple les résidents sans papier. Pour qui c'est très, très difficile. Comment trouver des façons novatrices d'écouter leurs doléances, comment composer avec leurs demandes de financement quand elles nous arrivent. Ce sont des enjeux sérieux pour nos communautés. Certaines des communautés donc interviennent auprès de ces sans-papiers et il faut se mettre à leur écoute. Dans le domaine du logement, il y a de plus en plus de problèmes aussi, mais pour tout le monde, évidemment, mais à cause de la racialisation de la pauvreté, plusieurs des communautés noires ont des difficultés particulières en matière de logement. Les locataires dont les ressources financières sont limitées. Il y a aussi les étudiants étrangers
qui ne peuvent pas retourner chez eux, mais qui n'ont pas d'endroit où loger ici au Canada et vivent chez les uns et chez les autres. Certaines familles, certains individus les accueillent, mais ces étudiants noirs en particulier du Nigeria et d'autres pays d'Afrique ou des Antilles se trouvent sans domicile et ne reçoivent aucun appui. Les organismes des communautés noires font de leur mieux pour les soutenir. Et donc, je veux, quand on soumet nos propositions, nos demandes de financement, qu'on reconnaisse ces groupes-là. Il faut cette vision, cette perspective d'équité. Il faut voir au-delà du cadre pour vraiment soutenir ces groupes particulièrement défavorisés. Il y a aussi d'autres enjeux qui nous occupent, notamment par rapport aux aînés, la question de l'isolement social, l'isolement chez les aînés. C'est un problème depuis longtemps, mais avec la COVID, évidemment, ce problème a triplé. Les gens sont chez eux, les aînés, ils n'ont pas accès à la technologie, ils sont complètement isolés. Je travaille avec des gens dans tout le pays et mes collègues me disent que les aînés ne comprennent pas que leurs petits-enfants ne peuvent pas leur rendre visite. Ils ont beaucoup de mal à accepter cela. Et donc, il faut soutenir les aînés qui sont isolés. En ce moment, il faut leur offrir des appuis beaucoup plus robustes. Nos organismes sont sur le terrain et sont là pour les aider. Le problème de l'école à la maison est problématique aussi. Plusieurs immigrants, plusieurs nouveaux arrivants ne parlent pas l'anglais. Et c'est difficile pour eux d'offrir un soutien scolaire à leurs enfants qui ont beaucoup de travail à faire en ligne, mais ces parents-là ne peuvent pas les aider. Et donc, nous, on a quelqu'un dans notre communauté qui est spécialiste en logiciel pour aider ses parents et ses enfants à accéder à la technologie chez eux. Voilà certains des enjeux. Je sais que nous n'avions qu'une demi-heure et nous avons déjà dépassé le temps imparti, donc je ne veux pas poursuivre trop longtemps, mais je voulais vous parler des difficultés que l'on a connues sur le terrain à cause de la COVID et de cette crise. Nous sommes en situation de crise depuis longtemps. La COVID l'a exacerbée, ainsi que les défis que nous rencontrons. Je suis impatiente de travailler avec notre fondation localement. Mais une des grandes conclusions que je voudrais vous livrer, c'est que certaines fondations ont une politique très robuste sur l'inclusion et l'équité, mais elle n'est pas systémique. Enfin, mais ce n'est pas systémique. Et donc, en concluant cette conversation, je voudrais insister là-dessus. Dans certaines communautés, c'est très robuste. Dans d'autres, c'est un peu aléatoire. Et donc, comment s'assurer que les services qui sont offerts, le financement qui est offert d'un bout à l'autre du pays répondent aux besoins des plus marginalisés et tiennent compte vraiment de l'équité et de la perspective, tiennent compte d'une perspective anti-racisme contre les Noirs. Merci, Evelyn. Merci à tous nos présentateurs pour leur partage aujourd'hui. J'ai pris des notes. Il y a un certain nombre d'éléments qui, auxquels je vais continuer de réfléchir, dont nous parlerons ici au FCC, et qui permettront d'alimenter une nouvelle façon peut-être de travailler. Vous avez tous parlé de beaucoup d'expériences et d'enjeux, mais voici les 5 éléments qui m'ont interpellée. Le premier a été mentionné par vous trois. Il faut créer des relations et pas uniquement effectuer des transactions. Pour créer ces relations, Agapi, vous l'avez bien dit, il faut passer par les organismes 3B, c'est-à-dire les organismes par et pour les Noirs.
Donc, nous pouvons certainement nous concentrer sur cela dans toutes nos démarches. Ensuite, les obstacles au financement ou au système de financement. L'exemple que vous avez donné à Gapi, par exemple, le bailleur de fonds qui demande 2 ans, l'équivalent de 2 ans d'état financier, alors que l'organisme n'existe peut-être pas depuis 2 ans. Un autre enjeu soulevé par Evelyn est celui des obstacles au soutien dans le cadre de la COVID-19. Vous parliez de soutien mis en place par les gouvernements fédéraux et provinciaux, reconnaissant que beaucoup de personnes n'en bénéficieront pas, ne pourront pas en bénéficier, comme les résidents sans papier, comme les étudiants étrangers. Donc, alors que nous réfléchissons aux organismes que nous finançons, c'est une occasion pour nous de penser à ces organismes dans nos communautés qui soutiennent des individus qui sont laissés pour compte par le système dans le contexte de la COVID-19. Le dernier élément est un grand défi, Evelyn, vraiment merveilleux que vous avez évoqué et qui est en toile de fond de toute la discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire la perspective d'équité et la façon d'améliorer toutes nos démarches dans une optique d'équité. Donc, nous continuons de réfléchir à tout cela et de rattacher tout cela au travail que nous faisons dans le cadre de la COVID, mais dans le cadre des fondations communautaires. Voilà. Je sais que nous avons dépassé le temps que nous nous étions donné, mais je voudrais quand même offrir à nos conférenciers l'occasion de nous dire encore quelques mots, une phrase ou deux peut-être, avant de conclure la séance d'aujourd'hui et de passer au reste de notre journée. Je voudrais simplement dire que aujourd'hui, c'est une journée de blackout pour nos communautés. Collectivement, dans le monde, nous avons décidé Pardon. Nous avons décidé de dénoncer cette atrocité. Je vous encourage à le faire. Dénoncer cette atrocité en votre capacité personnelle et en tant qu'organisme. Merci. Merci, Evelyn. Je pense que mon commentaire rejoint celui d'Evelyn. Nous avons estimé qu'il était important d'avoir cette conversation aujourd'hui et j'espère que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, la conversation aura changé. Je souhaite vous remercier pour avoir organisé cette conversation. Elle est importante et j'espère qu'elle sera une occasion d'aller de l'avant et dans la bonne voie. Merci, Agapi. Emmanuel? Oui, alors merci encore une fois, Andrea, vous et votre équipe, de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de faire cet échange, cette communion. En conclusion, moi, je dirais, pensons à une approche positive pour l'avenir, d'appréciation, où nous nous laissons inspirer dans notre action par ce qui fonctionne dans la communauté, où nous reconnaissons que nous abordons des problèmes qui ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais que nous avons du temps pour travailler ensemble. Et surtout qu'il est important de reconnaître les forces les uns les autres, de s'appuyer sur celles-là et adoptons une approche écosystémique pour relever tous ces défis. Mon dernier commentaire, ou ce qui me vient à l'esprit, c'est que, au bout du compte, si nous agissons avec empathie, nous sommes prêts à avoir les conversations difficiles, mais nous devons le faire d'un point de vue de force
pas de peur. Donc, merci beaucoup. Merci à Agapi et Evelyne. Je les remercie. Je sais qu'elles sont très occupées et vraiment, je les remercie d'avoir participé à cette conversation. Oui, merci à vous trois. Nous recevons beaucoup de commentaires d'appréciation et de gratitude pour vos messages aujourd'hui. En notre nom à tous, un très sincère merci d'avoir été disposés à faire partie de cette conversation avec nous, surtout aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je crois que c'est maintenant l'après-midi pour tout le monde et nous sommes impatients d'avoir d'autres occasions de bâtir des relations et de dialoguer avec vous. Merci.